Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce deuxième volet des chroniques transatlantiques qui a été initié il y a quelques mois maintenant par la Fondation Gabriel Péri. Donc je me présente, Charlotte Balavoine, et je suis une des membres du bureau de la Fondation Gabriel Péri. Guillaume, qui est le président, s'excuse. Alors je me bouge en même temps pour être au bon niveau, voilà, de ne pouvoir être parmi nous, mais juste pour vous dire un mot avant d'entamer cette deuxième chronique. Je pense que dans cette salle, vous connaissez tous un peu la Fondation Gabriel Péri. Notre but en tant que fondation d'utilité publique, c'est de contribuer à l'analyse marxiste et matérialiste du monde, et ce faisant en ayant toute une série de conférences à la fois sur la compréhension des relations internationales telles qu'elles se jouent actuellement, et évidemment sur les enjeux de pouvoir. Et dans les enjeux de pouvoir, la question de l'extrême droite est évidemment prédominante au vu de l'actualité, non seulement en France et en Europe, mais aussi à l'échelle internationale. Donc voilà pourquoi nous avons entamé ce nouveau cycle de conférences, les chroniques transatlantiques. L'objectif étant vraiment d'analyser comment le retour de Trump au pouvoir a un impact pour l'Europe, pour le monde et évidemment pour les États-Unis également. Pour ce deuxième volet, nous sommes en collaboration avec Le Vent se lève, et donc ça n'est pas la première fois que la Fondation Gabriel Péri travaille avec Le Vent se lève. J'espère que ça ne sera pas la dernière également. Et donc on est ravis de pouvoir vous accueillir ici et en ligne pour les participants au webinaire. Et je vous souhaite donc tout de suite une très bonne conférence. On ne va pas perdre plus de temps. Je vous remercie. Allô, oui, c'est bon. D'accord. On va faire avec ces micros, après on se les passe. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais faire l'animation de cette table, donc je commence direct. L'historien et homme politique italien Angelo Tasca raconte dans son livre Naissance du fascisme que Mussolini prononça à Udine les mots suivants. N'oublions pas en ce moment l'un des postulats essentiels du fascisme, l'abolition de toute organisation de guerre, l'abolition de toute intervention de l'État dans l'économie, la restauration de la liberté économique, condition nécessaire et suffisante pour le retour à la normale. Nous voulons dépouiller l'État de tous ses attributs économiques. Plus d'État cheminot, plus d'État postier, plus d'État assureur. Il lui restera la police, l'éducation, l'armée, la politique internationale. Qu'on ne dise pas que cet État sera diminué. Il restera grand, car il gardera le domaine de l'esprit, renonçant à celui de la matière. J'ai voulu commencer par cette citation pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle nous rappelle que le fascisme ne se présentait pas d'emblée comme un projet étatiste ou antilibéral, comme on l'a souvent caricaturé, mais comme une réponse à ce que ses fondateurs percevaient comme une contradiction centrale de la modernité, qui est d'ailleurs aujourd'hui la même, qui est celle entre capitalisme et démocratie. Ensuite, parce que c'est à mes yeux, en quelque sorte, la thèse qui devrait aussi, qui traverse aussi l'œuvre de Queen Slobodian, et tout particulièrement ses deux derniers livres. Son travail consiste à montrer que les néolibéraux n'ont pas seulement mal interprété le fascisme, ils en ont en plus hérité le leitmotiv principal, la peur des débordements démocratiques qui pourraient entraver le libre déploiement du capital. Depuis la crise de 2008, on nous présente souvent le conflit politique principal comme la lutte entre deux blocs. D'un côté, nous pouvons trouver les élites d'un establishment néolibéral qui défendent les bienfaits du libre-échange et une démocratie subordonnée aux règles du marché, et de l'autre, des populismes de droite et de gauche qui partageraient un appel à la souveraineté populaire et une critique de la mondialisation. Mais ce récit reste quand même binaire et réducteur. Slobodian propose une lecture nuancée du néolibéralisme en 3 temps. Une phase fondée sur le droit dans les années 1920, ensuite une période plus ouverte et expérimentale au moment de son hégémonie, et finalement une phase contemporaine marquée par la légitimation des hiérarchies dites naturelles qu'il analyse dans son dernier livre, Hayek's Bastards. Cette relecture permet aussi de penser autrement les relations entre néolibéralisme et extrême droite. Et de son côté, Sylvie Laurent, dans son dernier livre, La contre-révolution californienne, propose une généalogie politique de la Silicon Valley qui rompt avec l'image progressiste qu'on lui prête, souvent notamment depuis l'Europe. Ces travaux sont à la fois des analyses de nouvelles formes de fragmentation du capitalisme mondial et des cartes pour mieux comprendre les mutations politiques de notre temps.
Pour ouvrir ce débat, si vous le voulez bien, je vous présente les intervenants de notre première table ronde et je lance la première question à Queen Slobodian qui est connectée en visio. On va parler de l'administration d'extrême droite Trump masque à l'assaut de la démocratie américaine et nous avons avec nous pour cela donc Queen Slobodian, historien des relations internationales et du capitalisme à l'université de Boston, auteur de Le capitalisme de l'apocalypse, publié en France par les éditions du Seuil en 2025, mais aussi de son dernier livre Hayek's Bastard, donc en visio. Après, on a aussi Sylvie Laurent, historienne et américaniste, maître de conférences à Sciences Po et longtemps chercheuse associée à Harvard et Stanford, autrice de La contre-révolution californienne, aussi édition du Seuil 2025, et Le Capital et Race, Capital et Race, histoire d'une hydre moderne, Seuil 2024. Nous avons enfin Daniel Cicera, conseiller scientifique de la Fondation Gabriel Péri, co-directeur avec Guy Groux et Marc Kesselman de Regard Croisé USA France, mouvement et politique en temps de crise, Arbre Bleu 2022. Donc, je lance la première question pour Queen. Dans Le capitalisme de l'apocalypse, ce qui retient l'attention, c'est le fantasme spatial qui traverse les projets des héritiers du néolibéralisme, cette obsession pour un espace plat, vide, sans histoire, sans corps gênant. Un terrain d'expérimentation pour de nouvelles utopies de marché. Dans cet espace, et plus largement, comme vous le montrez aussi dans votre dernier livre, seules compteraient les différences naturelles, entre guillemets bien sûr, entre individus, justifiant ainsi le retour de hiérarchies prétendument naturelles, de séparation ethnique ou sociale. Pour ce besoin si impérieux, pourquoi ce besoin si impérieux de trouver de tels espaces vides? N'est-ce pas au fond une vision irréelle de l'être humain? Ce nouveau fusionnisme que vous décrivez ne suppose-t-il pas une certaine anthropologie, celle d'un homme nouveau, ou bien insiste-t-on simplement à un retour du darwinisme social sous des habits nouveaux? Et je vous donne la parole pour environ une dizaine de minutes. Thank you very much. It's very good to be here. And I appreciate the invitation. I would like to use my time to say something in response to this excellent question, and also to frame this a bit in the context of my new book, which is called Hayek's Bastards, which has not yet been translated into French, but will be translated, should be out by next year. So in that book, I think it's helpful. Dans ce livre, je pense qu'il est utile de définir l'alt-droite ou l'extrême droite comme une tentative de réduire à néant les efforts de l'humanisme libéral égalitaire au cours des 200 dernières années et de réinstaurer un ordre fondé sur la hiérarchie en s'appuyant sur les différences naturelles entre les êtres humains. Cet ordre peut se référer principalement à la science ou à la religion, ou à des interprétations plus folkloriques des essences traditionnelles. Comme cela a été dit déjà, j'ai écrit ce livre parce que je pensais que quelque chose avait été oublié dans les discussions générales, mainstream. Depuis 2016 environ, et notamment aux États-Unis, l'extrême droite est décrite comme un contre-coup du néolibéralisme et une tentative de protéger les gens des pressions concurrentielles d'un ordre excessivement sans cœur et compétitif. Certains à gauche ont parlé de l'extrême droite comme une version de ce que Karl Polanyi appelait le double mouvement. L'idée qu'une fois que les gens sont désencastrés de leur contexte social et forcés de se traiter les uns les autres comme des objets, il y a une réaction dans laquelle les gens essaieront de se protéger, de se réencastrer d'une nouvelle manière. Polanyi en a parlé dans La Grande Transformation. Et je pense qu'il y a une tendance à la suite directe de la montée de MAGA, du Brexit et différents mouvements d'extrême droite en Europe, de simplement copier et coller cette interprétation et de percevoir cette montée de l'extrême droite comme un double mouvement de la droite. Dans mon travail, je souhaitais montrer la manière dont certaines figures les plus influentes de ces formations d'extrême droite opéraient de manière assez différente. Il ne s'agissait pas d'un mouvement double et d'une réintégration des personnes,
dans un espace au-delà du marché. Ils essayaient de renverser ou contrecarrer la concurrence capitaliste, mais à accélérer le conflit de type marché à somme nulle. Et il faut remettre ça dans un contexte historique récent. C'est pour répondre à cette question de la vision d'un monde plat ou avec des êtres humains interchangeables. Et les années 90 et la fin de la guerre froide sont un moment important de changement. Le dénouement de cette confrontation historique mondiale, le communisme soviétique et l'Occident et le capitalisme, ont amené les gens à se demander si un nouveau monde avait été créé, s'il était vraiment nouveau. Beaucoup de gens à droite, néolibéraux, craignaient que l'ennemi socialiste ait changé d'apparence. Dans les années 90, beaucoup de ce qu'on appelle l'extrême droite contemporaine s'est réuni à ce moment, alors que les gens commençaient à identifier de nouveaux ennemis au-delà du communisme. Ils ont découvert des ennemis dans le mouvement écologiste, féministe, antiraciste et des demandes de droits pour les immigrés, les droits pour les personnes queer et pour les personnes trans. Et pour l'extrême droite, l'idée était que l'ennemi avait changé de couleur, qu'il n'était plus rouge, qu'il était désormais vert, rose. Et cela est devenu le pôle unificateur de l'opposition, comme je le décris dans mon livre, pour des personnes qui autrement n'auraient pas travaillé ensemble. Les néo-confédérés, qui souhaitent ramener l'ancienne Amérique, les traditionalistes chrétiens qui travaillent avec des anarcho-capitalistes ou des libertariens extrêmes avec le gouvernement. Ils ne semblaient pas avoir grand-chose en commun, mais ils partageaient la conviction que si le socialisme était mort, le Léviathan vivait toujours et devait être combattu d'une nouvelle manière. J'utilise le terme de nouveau fusionnisme et les ennemis de l'extrême droite sont une série d'ennemis. Si on pense aux économistes libéraux qui avaient créé un parti et qui travaillent maintenant avec des ethno-nationalistes, parfois avec des théoristes de la race mystique. Dans mon livre, je parle de ce terme de nouveau fusionnisme pour donner un sens à cette nouvelle constellation. C'est une manière célèbre de décrire le mouvement conservateur aux États-Unis comme un fusionnisme entre les personnes principalement intéressées par la liberté économique et ceux intéressés par les valeurs chrétiennes ou la religion d'un autre côté. Et dans mon livre, je décris la manière dont, dans les années 90, il y avait de plus en plus d'attention aux catégories de race, la biologie de l'évolution, la psychologie de l'évolution, la psychologie cognitive, la question du QI, de la science de la génétique et à des idées telles que les formes de comportement masculin ou féminin censées être dans nos cerveaux et résistent au projet d'ingénierie sociale. Tout cela est devenu la science populaire et il y a également la science dure, le projet sur le génome, le séquençage génétique, des ingénieries qui ont attiré les valeurs de la droite. Et une des choses dont je parle dans le livre, c'est la question de l'échelle et la manière dont, dans les années 90, ils se sont mis d'accord sur la nécessité de créer des communautés contractuelles, comme ils l'appellent. L'idée était que l'État était trop important, qu'il fallait en réduire l'échelle et sortir de ces systèmes et créer des communautés
un peu comme ce que crée Elon Musk au Texas, un exemple de ce que j'appelle le crack-up capitalism, des sortes de récessions douces, sortir de l'État sans véritablement créer un nouvel État pour autant. Et donc l'argument du livre, pour résumer, c'est que souvent on parle de l'extrême droite avec des termes psychoanalytiques ou émotionnels. Mais pour parler du problème de l'extrême droite, il n'y a pas qu'une question de haine ou d'une dernière forme de capitalisme. Et si on le fait, je pense qu'on oublie certaines particularités des alliances dont vient l'extrême droite dans différents pays. Et je pense, et c'est l'argument de Hayek's Bastards, que certains intellectuels néolibéraux actifs qui débattaient pendant des décennies pour protéger la liberté économique sont arrivés à des nouvelles conclusions dans les années 90 et 2000. Ils sont plus intéressés par l'idée de la nature humaine et maintenant plus par la science que, comme cela a été dit en introduction, par un nouvel type d'anthropologie qui ne serait pas universelle. C'est plutôt une manière de recomprendre les différences humaines comme une base de nouvelles formes d'exclusion et de politiques punitives. Je vais probablement m'arrêter sur ce point, mais j'aimerais conclure en disant qu'il ne faut pas réfléchir à cette alliance entre les néolibéraux et la droite comme une catégorie. On a tendance à penser à tort que les néolibéraux ont une compréhension universelle de la nature humaine. Non. Les néolibéraux ont une compréhension très raciale, territoriale de la nature humaine, et c'est la base sur laquelle ils ont créé leur alliance politique avec l'extrême droite. Et donc, il faut travailler sur les sciences humaines et sociales qui sont venues avec cette philosophie néolibérale. C'est ainsi qu'on peut commencer à comprendre ces formes dangereuses de sympathie mutuelle et de coopération. Et je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup. Pour continuer à creuser sur l'origine de la situation politique américaine actuelle et de cette alliance des élites politiques et économiques, à l'occurrence Trump et Silicon Valley, Sylvie a écrit la contre-révolution californienne. Donc les questions seraient, Sylvie, pourquoi la Silicon Valley est-elle, selon vous, l'héritière directe de la contre-révolution néolibérale lancée depuis la Californie ? Comment comprendre l'alliance entre innovation technologique et réaction politique jusqu'à son expression la plus récente avec l'administration de Trump, et par quel mécanisme le capitalisme de la tech s'est transformé en rouage actif de la répression sociale, fiscale et aussi migratoire ? Bonsoir, merci déjà à la Fondation Gabriel Péri pour cette invitation et merci à vous pour être venu ce soir. Je voudrais commencer par peut-être poursuivre les propos de Quinn Slobodian, puisque mon travail et mon intervention de ce soir est très complémentaire du sien. Il parlait, et ça a été l'objet d'un de ses livres, de ces micro-États, des espèces de plateformes privées que d'autoproclamés libertariens venus de la tech essayent de créer un petit peu partout dans le monde, l'espèce d'endroit de sécession où la propriété privée, le capitalisme, la propriété privée serait une espèce de dystopie comme ça, en dehors des régulations du droit international et du code des sociétés traditionnelles. Et l'une de celles qui est les plus intéressantes à cet égard, elle se trouve en Californie même. Dans le nord de la Californie, il y a un projet immobilier qui s'appelle California Forever, Californie pour toujours, que certains milliardaires de la tech entendent édifier comme une espèce de sécession au sein de la Californie. Et je trouve que c'est intéressant comme point de départ parce que derrière cette idée de Californie pour toujours, ce que j'entends
moi, c'est l'idée selon laquelle la Californie doit demeurer dans la position subjective qu'elle occupe dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire du capitalisme. Et que c'est ça qui anime ces espèces d'extrémistes, de fondamentalisme du capitalisme nouveau. Ma thèse dans le dernier livre est que le moment techno-réactionnaire que nous vivons aujourd'hui, il est important de le comprendre dans son espace géographique d'énonciation, c'est-à-dire la Californie, et dans un espace historique très précis qui est le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est en cela qu'il faut se défaire d'une certaine conception que l'on a généralement sur la Californie. Alors, vous savez, l'un des leaders des Beach Boys est mort récemment, et donc on a tous ces images des surfeurs, de cette attitude cool, de l'anticonformisme, on fume de l'herbe, on n'aime pas l'autoritarisme, on va pas faire la guerre contre le Vietnam, etc. Donc cette image contre-culturelle de la Californie, elle a été beaucoup utilisée par la Silicon Valley, où un certain nombre de startups, depuis Steve Jobs dans les années 80, ont prétendu qu'ils étaient les enfants de cette résistance à l'autoritarisme, de résistance à la norme, de résistance au pouvoir de la police, de l'armée. Bref, ce seraient les enfants de mai 68, pour le dire très vite. En réalité, moi, je propose une analyse historique des conditions de maturation et de développement de la Silicon Valley à partir des années 60 en Californie, et particulièrement de la Californie de 1966 à la fin des années 70, qui est le moment où Ronald Reagan est le gouverneur de cet État. Et Ronald Reagan, gouverneur très droitier de la Californie, n'est pas une aberration pour la Californie, parce que la Californie, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle est extrêmement conservatrice. Conservatrice au point où elle est le lieu du développement d'une nouvelle droite qui, à la droite du Parti républicain, développe un mélange d'anticommunisme viscéral, d'absolutisation du droit de la propriété et de la notion de citoyenneté propriétariste, qui s'ajoute à la longue histoire de la Californie comme lieu de l'extractivisme américain. Vous savez peut-être que la Californie est entrée tardivement dans les dans la Fédération américaine en 1848, à la faveur de la guerre contre le Mexique, à qui les États-Unis ont usurpé un certain nombre de territoires, un tiers de la surface du Mexique, et la Californie. Et que ce qui a fait que la Californie est devenue cette ultime frontière de l'expérience américaine, c'est la ruée vers l'or. C'est-à-dire ce premier grand mouvement extractiviste vers l'ouest des États-Unis qui a supposé 100 000 nouveaux migrants colons venus de l'est des États-Unis et le génocide de 120 000 Amérindiens en Californie. C'est-à-dire un remplacement de population qui est d'une certaine façon la mise en abîme de l'expérience des États-Unis eux-mêmes. L'arrivée massive de colons européens et la destruction de la population indigène originelle des États-Unis. Et dans cette Californie extrêmement extractiviste, mais extrêmement industrialisée très très vite, la question de l'émancipation par la transformation de la nature, la domination des indigènes et l'absence de limites, une espèce d'état d'exception aux États-Unis, elle s'est trouvée renforcée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'industrie d'armement qui s'est développée pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, l'arme atomique, les missiles, les radars, l'industrie des micro-ondes, sont la véritable source de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'il s'est agi de défendre les États-Unis d'abord contre l'ennemi nazi, mais plus encore avec la guerre froide, contre ce que l'on appellera plus tard l'empire du mal. C'est-à-dire que cette Californie propriétariste de l'extraction, du repeuplement d'une population eurodescendante qui prend l'espace et les ressources d'une population indigène, se trouvait l'avant-poste, l'avant-garde de la civilisation américaine en péril face à la menace nucléaire, face à la menace soviétique.
Et si l'on pense souvent que les États-Unis n'ont pas de politique industrielle, on se trompe. Il est un domaine dans lequel le gouvernement américain pilote les investissements et la recherche publique, c'est l'industrie militaire et, de façon collatérale, l'industrie policière et l'industrie carcérale. Et lorsque Reagan est élu gouverneur de la Californie en 1967, il porte avec lui cette espèce de paradigme de la reconquête de l'hégémonie américaine qui passe par cette espèce de contre-révolution dont Quinn Slobodian parlait tout à l'heure, qui était le vieux projet des néolibéraux depuis les années 30, qui est de défaire les expériences de solidarité collective, de défaire l'héritage du New Deal américain, l'assurance sociale, le système de retraite, un petit peu de santé publique, mais aussi la révolution démocratique des années 60, c'est-à-dire la reconnaissance du droit des Noirs, le partage des richesses et du pouvoir politique avec les femmes et une certaine forme de reconnaissance du droit des minorités sexuelles. Reagan est élu comme avant tout celui qui veut écraser la révolte des campus. Cela a certains échos avec aujourd'hui, à commencer par Berkeley, à commencer par le mouvement pacifiste contre la guerre du Vietnam. Et là où les enfants de la Silicon Valley racontent qu'ils sont les descendants de la contestation à Reagan, les études empiriques sur ce qui s'est véritablement passé en Californie, et c'est ce que j'explique dans mon livre, montrent qu'en réalité, pas du tout. La Silicon Valley, le comté de Santa Clara, est du côté de l'industrie d'armement, de l'industrie militaire et de la contre-révolution réganienne. Ils votent massivement pour Reagan, et d'ailleurs, du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 1992, le premier mandat de Bill Clinton, la Californie vote systématiquement républicain. Et il faut également comprendre que Reagan, ça n'est pas n'importe quelle droite. Il est celui qui donne le grand discours lors de la campagne de Barry Goldwater, qui est déjà ce candidat venu de l'Arizona qui flirte avec l'extrême droite, qui veut se faire élire comme celui qui veut pourchasser les communistes en Amérique, mettre fin à l'égalité raciale, revenir aux droits des États. C'est déjà un candidat réactionnaire. Mais Reagan, dans sa course à la présidence des États-Unis qui s'ancre en Californie, il y a cette idée selon laquelle il faut remettre les Noirs à leur place, il faut libérer le capitalisme et le protéger des interventions de l'État, et il faut défaire les États-Unis de cette chose détestable qu'on appelle la redistribution et la régulation. Et lorsque on parle d'un nouveau fusionnisme, c'est en réalité la ressuscitation de ce qu'a été le fusionnisme réganien. Lorsque Reagan est élu, non seulement en Californie en 67, mais à la Maison-Blanche en 1980, même les conservateurs traditionnels sont effrayés. Pour eux, c'est l'extrême droite au pouvoir. Parce que derrière Reagan, qui est un républicain déjà assez droitier, venu de l'école Barry Goldwater, il y a les fondamentalistes chrétiens, Jerry Falwell, et ces espèces de évangéliques hostiles à l'avortement, en guerre contre l'homosexualité, qui répudient l'égalité raciale. Il y a également cette nouvelle constellation du milieu des entreprises qui se forge sous forme de cercles de réflexion et de pensée. La Heritage Foundation est créée en 1979 et elle n'est qu'un des exemples de ce lobbyisme du monde du capitalisme moderne. Et il y a également toute une espèce d'alliance de la nouvelle droite autour des anticommunistes, des néolibéraux venus des cercles new-yorkais, un peu les néocons, les dissidents de ce qu'on appelle la Birch Society, qui est une espèce d'organisation qui raconte qu'il y a des communistes partout infiltrés. Et donc, derrière Reagan, il y a vraiment une constellation de mouvements d'extrême droite. Et avec la révolution néoconservatrice, qui est en réalité une réaction, une contre-révolution, il s'agit de défaire ce qui a été fait, le Parti républicain
entre dans la phase de cette espèce de bras tendu à l'extrême droite américaine. Tout cela tient parce que la guerre froide. Et la guerre froide donne à la Silicon Valley cette espèce de légitimité, puisque ce sont eux qui sont chargés, par la puissance de l'ingénieur, de cette espèce de capacité à assurer la cyberdéfense. Vous avez entendu du programme de guerre des étoiles, de cette espèce de ce que Trump aujourd'hui ressuscite, avec son idée du dôme d'or qui allait protéger les États-Unis de toutes les attaques nucléaires, avec cette espèce de messianisme apocalyptique véritablement qui consiste à dire que à tout moment les États-Unis peuvent disparaître. Pendant l'ensemble de ces 2 mandats, Reagan prononcera le mot Armageddon 18 fois, c'est-à-dire cette espèce de métaphore biblique sur la fin des temps. Et la Silicon Valley, la Californie, cette frontière du bout du monde qui est déjà très versée dans l'eschatologie, depuis qu'il y a eu un très grand tremblement de terre qui a quasiment détruit San Francisco au début du siècle. Je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué que San Francisco et Los Angeles sont les villes qui sont les plus détruites de toute l'histoire du cinéma. Toute l'histoire du cinéma hollywoodien, des films fantastiques depuis Godzilla, etc., c'est la destruction de la Californie. C'est ce lieu où on fantasme l'Amérique qui sera détruite par les ennemis, et en même temps, rappelez-vous Terminator, et ça n'est pas pour rien que Schwarzenegger est devenu gouverneur de Californie. C'est l'histoire d'une intelligence artificielle qui retourne dans le passé pour éviter que l'humanité. Donc toute cette atmosphère-là, d'eschatologie, de contre-révolution, et d'une espèce d'état d'urgence algorithmique, c'est-à-dire d'une impunité accordée à la Silicon Valley, elle est ancrée dans la contre-révolution californienne initiée par Ronald Reagan. Et j'ai retrouvé des textes, lorsque Reagan est élu à la Maison-Blanche, où il dit il faut renoncer à l'industrie lourde, à nos vieilles manufactures. Oui, j'ai fait des promesses aux sidérurgistes, aux ouvriers de la Pennsylvanie, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous devons tous nous réorienter vers les nouvelles technologies. Et que donc la véritable politique industrielle de la désindustrialisation, c'est certes la financiarisation, mais c'est aussi le choix conscient, au nom de cette idéologie contre-révolutionnaire, de favoriser la tech contre l'industrie et cette ultime défense militaro-technologique contre les ennemis de l'Amérique. Donc, en d'autres termes, la techno-réaction à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est une explicitation de ce qui s'est passé dans les années 80. Je parle aussi dans mon livre de ce qui se passe avec Clinton, qui poursuit ce projet réganien en faisant de la Silicon Valley et de la tech la nouvelle frontière de la croissance, de ce croissancisme qui active encore aujourd'hui l'ensemble de la classe politique américaine. Je m'arrête là, je crois que j'ai été un peu longue. Merci Sylvie. Désolée pour la rigidité dans la gestion des temps. Donc je donne la parole à Daniel Cicera qui va sûrement réagir à certaines choses qui ont été dites, mais je veux quand même lancer une question pour les trois, ou du moins aussi pour Daniel, qui pourra peut-être l'intégrer à sa réflexion. Ces livres, donc vos livres, montrent une droite d'une certaine façon plurielle, inventive, capable d'imaginer des futurs et de tester de nouvelles formes d'organisation. Il y a là une certaine culture de l'expérimentation qui manque parfois à la gauche, qui semble enfermée dans la critique et avec un bon diagnostic, mais sans projet imaginatif à la hauteur. Quelle réponse la gauche peut-elle apporter aujourd'hui? Peut-elle aussi créer ses propres zones d'expérimentation, ses utopies concrètes ou ce nouveau monde dont parlait aussi Slobodian? Merci. Et voici. Dans l'intitulé de la soirée, donc on a les deux éléments. On a quelle va être la conséquence, quelles peuvent être les conséquences des politiques de Trump et Musk. Et on a la crise et le capitalisme sans la démocratie. Donc on a une jonction de deux questions qui sont qui accrochent en quelque sorte la politique avec les dimensions plus historiques et idéologiques et qui font penser que c'est en quelque sorte le socle d'un projet politique. Je pense que quand on vous écoute, qu'on entend Slobodan ou vous, Sylvie, il y a une sorte de double mise en perspective. Pour Slobodan, c'est une mise en perspective à partir de la réalité, comment ce qui est présenté comme une utopie, en fin de compte, est déjà
constitué d'une certaine manière, et ce n'est pas une utopie, ça répond à un certain nombre de besoins, ça répond à une certaine demande de la part d'une certaine catégorie des forces dominantes. Et la façon dont vous traitez, vous travaillez, vous nous montrez une Californie qui va à l'encontre de l'image positive que nous en avons, enfin très très positive, de liberté, mais d'une liberté progressiste en quelque sorte. Vous nous mettez alors là en perspective avec d'autres éléments justement qui sont non pas la continuité, mais un fond commun dans ce qui a donné le néolibéralisme, et dans le fond, quand on pousse chaque fois le libéralisme, c'est-à-dire la liberté des marchés, en face de la société ou en face d'exigences populaires, ça doit trouver une issue, ça doit trouver une solution ou une réponse sociale et politique. Et c'est pour ça qu'on parle de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est une notion politique. Ça se situe sur un échiquier. Ça se situe sur un échiquier. Et vous avez le mérite de poser, Slobodan, l'échiquier dans un contexte créatif, de renouvellement, d'invention en quelque sorte, pour répondre à un certain nombre de besoins. Et vous le montrez aussi à travers cette continuité. Et tous les deux, d'ailleurs, vous faites référence à deux choses. Vous faites référence à Friedman, à Hayek. Vous faites référence aux années 20 et chaque fois, vous situez la réponse de la droite ou de sa radicalisation de la droite, radicalisation dans le sens de plus de libéralisation et moins de social, en quelque sorte, pour simplifier, pour se faire comprendre. Ils le font chaque fois en réaction à quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer est aussi une réaction à quelque chose, est une réponse à une demande. Il n'y a pas de quelque chose qui serait extérieur au réel. Ça le transforme. Il y a une part d'imagination, il y a une part d'utopie, il y a une créativité finalement de certains secteurs des classes dominantes, mais on voit bien qu'il y a des formes éclatées des réponses. Bannon, c'est pas Musk. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs voies, en quelque sorte, de la réponse dans ce libéralisme. Et ce libéralisme qui s'articule avec le néolibéralisme, alors on ne sait pas si c'est un après-néolibéralisme ou si c'est une continuation, ça n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui vont dans la théorie et qui veulent y compris le mettre en pratique, même si c'est sous certaines formes, dans la liberté absolue du marché. Et la liberté absolue du marché, ça veut dire que c'est simplement l'individu qui pourra, par son mérite, disons, réussir. Et ça veut dire aussi la condamnation de l'État, et ça va au bout jusqu'à la démocratie devient un obstacle à la liberté, et donc à la créativité, et donc au progrès, même au progrès humain. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, parce que ça nous donne aussi des références pour comprendre le réel aujourd'hui de certaines mesures politiques. Évidemment, sans doute le plus évident, le plus spectaculaire, c'est Musk, mais c'est pas que ça. C'est quand on dit l'État, le moins d'État possible, c'est un discours qu'on entend, qui est un discours d'ailleurs de droite d'une manière générale, mais qui là est poussé à son extrême pour donner tout l'espace au marché. Est-ce qu'on peut aller dans une interprétation? Alors, j'avancerai une interprétation, une double interprétation. C'est que, est-ce que nous ne sommes pas justement dans une crise, enfin, un moment critique du libéralisme, des politiques libérales qui ont été mises en œuvre depuis les années 70 et qui étaient une réponse à ce que vous avez dit, c'est-à-dire il fallait répondre à la fois à une crise de l'accumulation du capital, pour utiliser les gros mots, mais aussi qui était une crise sociale. Il y avait mai 68, il y avait la fin de la guerre du Vietnam, il y avait la crise de l'hégémonie américaine, la contestation de l'hégémonie américaine, et que là il a fallu des réactions, et que des personnages comme Nixon d'abord, mais ensuite surtout Reagan, vont être la réponse pour reprendre main sur le réel. Et aujourd'hui, on est sans doute aussi dans un moment où se pose cette question-là, et qui se pose à travers le fait que jusqu'à très récemment, c'était le marché absolu, c'était la mondialisation totalement libre, et là aujourd'hui, on reparle de protection, on reparle de mise en concurrence entre les États, y compris entre alliés. Et est-ce que justement la grille que vous nous apportez avec cette forme d'où viennent les racines, et y compris le fait que la droite a été puissante en Californie et que Slobodan lui montre ces îlots que se donnent ces îlots de liberté absolue que se donnent
les milliardaires, en quelque sorte, pour reffaçonner, à défaut de refaçonner le monde globalement, de le refaçonner dans des îlots où ils pourront faire le monde tel qu'ils veulent. Ça m'amène à deux dernières remarques mais pour la réflexion, c'est que d'une part, il y a pas un lien mécanique entre les crises et les changements politiques, mais par contre, il y a certainement des moments où les forces dominantes doivent chercher des solutions parce qu'il y a un certain essoufflement ou bien il y a des problèmes qui sont posés. Deux types de problèmes. Sans doute un problème de l'accumulation. Bon, là, c'est le problème du capitalisme à des moments donnés, et c'est pas une question ni théorique ni mécanique, et que donc là, la libération des marchés est un moyen d'y répondre. Et le deuxième, c'est le risque de contestation populaire, c'est-à-dire on a une dimension et politique et idéologique et économique et idéologique, mais aussi politique, et que en ce sens-là, l'extrême droite s'adapte aussi, et elle est d'une certaine manière la réponse. Mais alors là, on retrouve un cadre plus traditionnel dont toi tu parlais tout à fait au début, qui est que l'extrême droite est un moyen de dévoyer les contestations politiques possibles du système pour en faire, pour le diriger, pour le canaliser à travers le racisme, à travers un certain nombre d'illusions, et dans le discours trumpien, c'est tout à fait clair. Ceci étant, on voit bien que pour nous, pour un certain nombre de gens, cette extrême droite est une imposture démocratique, une imposture sociale, et on le voit bien à travers ce qui a été dit, mais en même temps, à quel type de questions répond l'extrême droite. J'ai terminé, mais c'est parce que c'est aussi pour se poser la question de est-ce que des questions qui sont posées ne sont pas des vraies questions auxquelles alors les autres forces qui ne sont pas l'extrême droite justement ont en quelque sorte la responsabilité d'apporter des réponses. Et donc avec leur propre créativité, et sans doute avec une question qui revient tout le temps maintenant, notamment elle est revenue très fortement après les élections, la dernière victoire de Trump, qui est cette question de quelle place des classes populaires dans le débat politique et dans l'intervention politique. Et quand on parle de crise de la démocratie, c'est pas une crise de la démocratie en général, c'est qu'il y a une contestation de la démocratie de la part des libéraux, des ultra-libéraux, parce que démocratie, c'est entendu au sens de l'intervention politique populaire. Et je crois que là, on est confronté tous, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, je pense à gauche, dans la gauche, à cette question-là. Merci. Bon, et comme prévu, nous avons fait un très bon diagnostic et il manque les projets imaginatifs. Non, je rigole. On va passer aux questions du public, voir si peut-être entre tous, on peut essayer de leur faire parler un peu de ça et de tous les autres sujets et questions que vous aurez. Est-ce qu'il y a des volontaires, des mains qui se lèvent ? Très bien, merci. Oui, bonjour, merci. J'avais une question peut-être pour prolonger la distinction entre la période des années 80 et la période actuelle, ou enfin les différences et les ressemblances. Je voulais savoir, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, on est quand même plus au bord de l'abîme que semblaient être nos aïeux de gauche dans les années 80, face à l'arrivée de Reagan. On a l'impression qu'en gros, on était dans la crise des 30 glorieuses, se réinventait dans un néolibéralisme dominant, et on avait une crise de l'hégémonie libérale dans les années 60-70, et qu'elle s'est dépassée par le néolibéralisme. Voilà, et on a abouti au néolibéralisme, et on n'était pas non plus dans le fascisme. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la spécificité par rapport à du coup cette crise d'hégémonie qu'on traverse depuis 2008, 2010, crise écologique aussi, on n'a pas parlé de ça, mais ça ajoute à la crise de l'accumulation du capital, il y a certainement des racines écologiques et matérielles intéressantes. Du coup, ma question, c'est quelle est la différence de nature peut-être entre la réinvention qui s'est faite du capitalisme par l'idéologie néolibérale dans les années 80, avec celle qui est en train de naître aujourd'hui dans les années 2025 de manière très concrète aux États-Unis et pas que là-bas malheureusement. Vous voulez prendre une ou deux questions d'autres parce qu'il reste 10 minutes, peut-être que c'est plus simple et après on va lancer. Merci. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on peut analyser l'échec du Doge et d'Elon Musk? Est-ce que c'est un échec idéologique, méthodologique, ou est-ce que ce n'est d'une certaine façon pas un échec et que quelque chose reprendra derrière lui? Mais on faisait pas de questions. Je pense qu'on peut en prendre 3 et on ferme. Parce
Ça va être très courte, merci. Ma question, ça va un peu dans le même sens de la première question. Dans quel sens, par exemple, l'hégémonie américaine, qui a été un peu à l'origine de systèmes multilatéralistes, surtout au début des années 2000, au sein de l'ONU, au sein des traités internationaux qui sont sortis de ces côtés-là, dans quel sens l'extrême droite prend un bénéfice de la destruction de ce système multilatéraliste qui avait été à l'origine des traités de libre-commerce et de... désolé, je ne parle pas français de langue maternelle, donc peut-être je me trompe, mais et qui essaye maintenant de casser tout ce système, l'OMC, l'OMS, l'ONU, et mettre en échec les traités internationaux qui étaient au début un bénéfice en général pour les grandes entreprises, les transnationales, et qui se trouvent aujourd'hui comme un peu, dans les mots de Donald Trump, un peu les ennemis, les globalistes qui essaient de tromper, qui essaient de détruire la nationalité américaine. Dans quel sens l'extrême droite prend un bénéfice dans cette destruction de ce système multilatéraliste qui avait été fondé par l'hégémonie américaine? Moi, j'avais une petite question. Parce qu'en fait, j'ai bien aimé, Sylvie Laurent, la place que vous avez donnée à la relation de cette droite de la Silicon Valley avec la guerre, parce qu'en fait, c'est intrinsèquement lié. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, alors vous êtes historienne, mais quand même, on ne peut pas ne pas traiter l'actualité dans une phase de parachèvement, le début d'une dernière phase des choses, dans le sens où avec les technologies, les algorithmes et le pouvoir qu'a pris la Silicon Valley dans l'industrie de l'armement et les industries de la guerre aujourd'hui, effectivement, c'est la fin du complexe militaro-industriel qu'on a connu, plus classique, avec de l'industrie lourde, mais là maintenant des technologies de pointe. Et on est dans ce que aussi prônent les Peter Thiel, etc., dans une phase d'accélérationnisme. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un côté un peu irréversible des évolutions qu'on connaît aujourd'hui et dans l'instauration d'une guerre perpétuelle alimentée par ces technologies Alors, je vais peut-être répondre très rapidement d'abord à cette dernière question et ensuite je vais revenir à la première et je laisserai votre question pour Quinn, j'aimerais qu'il puisse aussi s'exprimer. Rien n'est jamais irréversible, donc, mais incontestablement, vous avez mis le doigt sur quelque chose de fondamental qui est le retour à l'esprit de ce qu'est la Silicon Valley, c'est-à-dire une gigantesque industrie de défense, d'armement, de surveillance et d'action punitive. Aujourd'hui, c'est ça la nouvelle frontière de la tech, c'est Oracle, Palantir, Anduril, etc. J'ai publié une tribune dans Le Monde la semaine dernière pour expliquer à quel point on se tromperait en pensant que la Californie qui se révolte contre la police de l'immigration, c'est la Californie libérale contre la police de l'immigration, les libéraux de gauche. En réalité, la Silicon Valley est le premier sous-contractant de ICE aujourd'hui. C'est par le traquage biométrique, les algorithmes de surveillance, les téléphones des migrants, etc., que la police des frontières et la police de l'immigration et les systèmes de caméras de surveillance absolument partout en Californie, que l'on sait très précisément, y compris le numéro de sécurité sociale des migrants, puisque quand vous êtes clandestin aux États-Unis, vous payez des impôts et vous travaillez, donc vous avez un numéro de sécurité sociale. Donc aujourd'hui, on a franchi un nouveau cap. Je passe sur le fait qu'aujourd'hui, le nouveau champion de la Silicon Valley, c'est sans doute Sam Altman et l'intelligence artificielle, qui promet une nouvelle guerre par l'intelligence artificielle et la question de la reconquête de l'hégémonie américaine par un système mondial de défense et de surveillance qui, comme vous le disiez, remplace le vieux complexe militaro-industriel, Lockheed Martin, etc., pour prendre sa place, c'est-à-dire pour privatiser l'industrie de défense et d'armement et assurer surveillance, coercition, guerre par drone et tout ce qu'on peut voir aux quatre coins du monde, à commencer par le Moyen-Orient. Très rapidement, vous disiez, monsieur, pardon, je connais pas votre prénom, j'ai eu le sentiment que vous disiez oui, enfin ça va, les années 80, c'était pas si terrible, le néolibéralisme, c'était pas si méchant.
Certes, Reagan a été contrecarré par des démocrates au Sénat qui a empêché qu'il puisse, par exemple, supprimer le ministère de l'Éducation nationale, supprimer Social Security, faire passer un certain nombre de lois culturelles. Mais il y a une dimension extrêmement brutale, même si les réformes structurelles aux États-Unis n'ont pas été aussi fortes que, par exemple, sous l'Angleterre thatcherienne. C'est aussi sur la question de la politique étrangère, le soutien au gouvernement d'extrême droite en Amérique latine, au Salvador, on parle beaucoup du Salvador aujourd'hui, évidemment Pinochet, mais aussi l'Argentine. Et donc il y a une tradition de soutien par l'armée et par cette industrie californienne au régime d'extrême droite américain, qui d'une certaine façon a des échos aux États-Unis également. Vous parliez tout à l'heure d'un certain nombre d'économistes que Quinn et moi-même citons dans nos ouvrages, c'est un peu toujours le même club des grands penseurs de la contre-réaction en faveur de la protection du capitalisme contre la souveraineté nationale. J'en citerai un qu'on cite rarement, il y a un très très grand économiste, prix Nobel, il s'appelle Paul Samuelson, qui dans les années 80 constate à quel point les Chicago Boys vont en Amérique latine pour imposer l'adaptation, marché, dérégulation, dollarisation, etc. Et il parle à ce moment-là d'une expression, moi, qui m'a beaucoup intéressée dans ses travaux, il parle de la phase du capitalisme fasciste. Alors bien évidemment, il sait très bien que c'est pas Hitler, c'est pas Mussolini, mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a une certaine forme de réaction face aux révoltes de la souveraineté populaire en période d'austérité forcée, et que ça peut donner des formes d'autoritarisme qui, en Amérique latine, ont donné un certain nombre de gouvernements d'extrême droite. Et puis à un moment, il parle de la Californie, et il dit, voyez, la Californie, ça vient d'adopter ce qu'on a appelé la proposition 13, qui est une interdiction dans la constitution de la Californie d'augmenter les impôts, quelle que soit la situation fiscale. On ne peut pas augmenter les impôts, sauf 2/3 du Congrès, etc., y compris si les ghettos sont en feu, y compris s'il y a plus d'argent dans les hôpitaux, y compris si les enseignants ne sont plus payés. Parce que pouvoir des propriétaires et du business en Californie. Et il dit, je vois dans cette Californie-là quelque chose qui ressemblerait au capitalisme fasciste. Donc déjà, dans ces années 80-90, il y a des ferments extrêmement violents. Ce qui est différent, vous l'avez parfaitement dit, je pense que la catastrophe écologique et cette espèce d'évidence de la baisse structurelle du taux de productivité et de perspectives de croissance a rendu un certain nombre de gens fous, et que plutôt que de regarder en face l'effondrement climatique, on invente une nouvelle apocalypse qui serait l'intelligence artificielle et un nouvel horizon de croissance, une nouvelle frontière, coloniser Mars, réinventer le rapport au travail, au salariat par l'intelligence artificielle, etc. Je pense qu'il y a une espèce de déviation, de diversion, parce que la catastrophe est réelle, mais ça n'est pas celle dont il parle. Voilà. Shall I respond? On laisse peut-être aussi rebondir Quinn, puis Daniel. Peut-être la différence de nature aussi, la réinvention du capitalisme ou peut-être la destruction du multilatéralisme. Quinn. Sure, I think I can answer. Oui, moi je pense que je peux peut-être répondre, de regrouper un petit peu finalement les questions qui ont été posées. Je pense que lorsque l'on compare dans les années 90 de Reagan à aujourd'hui, je pense que les différences les plus importantes, c'est que, en fait, dans les années 80, l'économie change aux États-Unis. On passe vraiment de l'industrie au tertiaire. Et les institutions multilatérales, c'est vrai qu'il y a pas mal de scepticisme de la part de Reagan, qui est très sceptique concernant donc ces institutions internationales. Mais c'est devenu une manière finalement assez utile pour les États-Unis de créer un nouvel arbitrage aussi, notamment dans les échanges économiques de l'époque. Donc, l'OMC, par exemple, et je pense que les 3 changements que l'on peut citer, c'est surtout donc la Chine, les technologies et le climat. La Chine,
parce que c'est quelque chose que l'on n'avait jamais imaginé dans les années 80. Les États-Unis, à l'époque, produisaient plus de la moitié de ce qu'ils produisaient, était exporté. Et en fait, la situation a changé extrêmement rapidement. Et donc ça a créé un sentiment un petit peu de panique, finalement, dans la classe dirigeante aux États-Unis. Et ça, c'est justement connecté aux deux autres choses que j'ai mentionnées, à savoir que ces 25 dernières années, c'est qu'il y a qu'un petit groupe de personnes dans la technologie qui ont énormément d'influence. Et pour ce qui est du climat, eh bien, je pense qu'il y a déjà eu plusieurs contre-réactions. Par exemple, le plan économique de Biden, pour moi, a été une très bonne tentative d'essayer de surmonter tous les défis auxquels on serait confrontés. On parlait peut-être aussi d'un capitalisme vert à un moment. Et la réaction qui a eu lieu a été particulièrement forte. Et finalement, ça s'est transformé en réaction contre l'utilité ou l'utilisation de ces institutions internationales et multilatérales. Any attention to energy and climate is part of the enemy's language. Then this new spirit of unilateralism. Si cette idée d'attention au climat soit le mot de l'ennemi et l'abandon de la langue de l'internationalisme semble avoir du sens, et la fin de Doge, par exemple, est selon moi une petite bataille dans une guerre plus importante. Le Doge a réussi à supprimer certaines cibles culturelles, que ce soit l'USAID, les financements de l'éducation et de la science. Elon Musk et le gouvernement américain restent encore dans ce lien mortel et ils dépendent l'un de l'autre du point de vue des financements, des capacités de lancement spatial et les nouvelles formes de complexes militaires tels que Anduril, Palantir sont maintenant dans les coulisses du gouvernement américain. Et tout cela continuera, peu importe qui sera élu président la prochaine fois. Voilà. Sur l'échec de Musk, je crois il faut le prendre peut-être on le verra un peu sur la longueur, mais il y a déjà des choses qui se sont faites et ce qui est quand même tout à fait significatif, ça a été la rapidité et la violence de toutes les décisions qui ont été prises en quelques jours, quoi. Il y avait une loi par jour, en fait, il y avait et c'est ça, je pense, qui était ce que Bannon appelle la submersion, hein. Il faut prendre des tas de décisions, vous écrasez l'autre, même si tout ne marche pas, ça fait rien. On met en œuvre quand même un certain nombre de choses et qu'il faut créer des chocs et il faut tétaniser l'adversaire. Donc là, je pense que de ce point de vue, Musk a fait quelque chose tout à fait au début, que ça a atteint ses limites et que maintenant il y aura sans doute d'autres moyens d'avancer. Sur le multilatéralisme, peut-être je pense qu'on peut le prendre par un autre bout. C'est que jamais le multilatéralisme n'a été aussi réel, aussi visible. La preuve, il y a des gens qui l'enfreignent, et pour enfreindre quelque chose, il faut que ça existe. Et que le fait que les États-Unis, disons, ne respectent pas, c'est pas la première fois quand même qu'ils passent outre les décisions de l'ONU, n'évacue pas le fait qu'il y a une réaction, on l'a vu au moment des votes à l'Assemblée générale concernant notamment l'Ukraine, et je cite juste ce cas-là parce que c'est le plus connu, qui montre que quand même la question du multilatéralisme est posée. Et que le fait que les États-Unis ne participent pas à telle ou telle conférence ou bien retirent les crédits, etc., effectivement, porte un coup aux moyens de ce multilatéralisme. Mais en tous les cas, les États-Unis ne sont pas
ne sont pas plus forts, n'ont pas plus d'alliés qu'avant en quelque sorte, je dirais. Ils ont la puissance, ils peuvent aujourd'hui, ils influent de manière décisive les relations internationales, mais en tous les cas, mais par contre, ce qui est sans doute vrai, c'est que le multilatéralisme tel qu'il a été mis en place en 1945 arrive à son point d'épuisement, et à la fois pour les puissants et à la fois aussi pour les autres parties des continents, le reste du monde. Et ça, je pense que ça, effectivement, de ce point de vue, comme pour le reste, on est à un moment charnière, on sait pas, et on est à un moment où il est très difficile d'évaluer ce qui peut se passer parce que tout est en train de bouger extrêmement profondément et extrêmement rapidement. Voilà. Juste un mot pour terminer, c'est que je pense que la question qui nous est posée est telle que, elle est implicite dans tout ce que nous disons, mais c'est que les forces dominantes veulent se donner les moyens politiques du pouvoir. Bannon dit dans sa longue interview au Monde, il dit nous voulons prendre les institutions. On prend le pouvoir à tous les niveaux et c'est sans doute une question politique qui est posée de comment on combat ceux qui veulent prendre le pouvoir, si ce n'est en leur disant comme ça, en étant en concurrence pour la question du pouvoir. Et je pense que ça se pose partout et qu'on verra comment ça se déroulera dans les années prochaines, dans les prochains mois et années, mais très rapidement aux États-Unis, comment les choses vont se recomposer avec les États ou pas, etc. Comment la bataille politique va se mener dans les mois qui viennent avec, après le choc qui a été la deuxième élection de Trump. Très bien, je crois qu'on a fait le tour. Merci pour vos questions, merci aussi aux intervenants, Queen, Sylvie, Daniel, et merci pour le respect des temps. Et à une prochaine fois, on l'espère, on va passer du coup à la deuxième table. Merci.